Bonjour, voici une capsule vous expliquant comment présenter un exemple de calcul dans le cadre des rapports scientifiques qui vous seront demandés. Le document que vous voyez à l'écran est un extrait de l'atelier que vous avez pu télécharger s'intitulant Confection de tableaux et exemples de calcul. Alors, à la section Exemples de calcul, l'exemple qui est présenté est un exemple du calcul de la masse volumique d'une bille de verre qui est légèrement différent du calcul que vous avez à faire dans cet atelier. Mais les principes à appliquer sont rigoureusement les mêmes. Donc, la première étape consiste à trouver l'équation unique qui vous permettra de faire le calcul en une seule étape. Alors, si vous regardez attentivement, la partie qui est ici, que j'encercle en bleu présentement, ça constitue l'équation principale qu'on utilise pour déterminer la masse volumique. Or, si vous avez bien lu le petit texte, la masse de la bille qui est ici se mesure facilement sur une balance, alors que le volume occupé par la bille, celui-ci ne se mesure pas directement, on le mesure par une différence de niveau dans l'eau ou le liquide contenu dans un cylindre gradué. Alors, à cet effet, pour trouver la valeur de V, un autre calcul s'impose qui consiste à faire la différence entre le niveau final et le niveau initial dans le cylindre gradué. Alors, on a une équation principale et une équation secondaire qui doit être imbriquée dans l'équation principale, nous permettant de trouver l'équation unique. La fameuse équation unique, finalement, c'est celle constituée du résultat à calculer, donc la variable doit être isolée, ainsi que de l'équation complètement développée, intégrant tous les calculs secondaires qui doivent être faits pour arriver au résultat. Donc, ces deux éléments-là ensemble constituent ce que nous appelons l'équation algébrique unique. Cette façon de faire présente un avantage considérable par rapport à faire le calcul en étapes, du fait qu'il n'y aura aucun arrondissement, aucun résultat intermédiaire, tout se calcule d'un seul coup dans votre calculatrice, et ce qui évite des erreurs de retranscription ainsi que des erreurs qui s'introduisent à cause des différents arrondissements qui peuvent se produire. Lorsque vous ferez des tableaux, vous allez aussi réaliser qu'il est possible, dans un chiffrier comme Excel, un tableur ou un chiffrier comme Excel, de programmer votre équation unique et d'automatiser un certain nombre de calculs, ce qui sera un avantage considérable lorsque vous aurez beaucoup de données à calculer ou à compiler. Donc, ceci, trouver l'équation unique, on va mettre un petit 1 comme ça ici, qui donne la première étape de votre démarche. La deuxième étape, lorsque l'équation unique est trouvée, c'est de remplacer chacun des paramètres de l'équation unique par leur valeur numérique. Alors, c'est exactement ce qui est fait dans cette partie-là. Donc, on remplace les paramètres. Alors, il peut s'agir de mesures que vous avez faites. Dans certains cas, ça va inclure des valeurs numériques, des constantes que vous utilisez. Et le plus important, vous indiquez les valeurs avec leurs unités. Donc, l'analyse des unités vous permettra de vous assurer que le résultat auquel vous obtenez est un résultat logique, attendu, dans lequel il n'y a pas d'omission, de conversion d'unités quelconque. Donc, ce concept de remplacer les valeurs, on écrit une deuxième ligne, ça sera l'étape numéro 2 de votre exemple de calcul. La troisième étape, là, on prend la calculatrice, vous pitonnez directement les valeurs que vous avez dans votre équation unique en respectant les priorités des opérations mathématiques
et vous appuyez là, sur le égal pour obtenir ici le résultat. Ce sera notre troisième. Oups. Ce sera le troisième étape de votre calcul. Et il est très important d'écrire plusieurs décimales et de ne pas arrondir, encore une fois, la valeur. Alors, si vous êtes vous avez déjà commencé à faire des calculs dans vos exercices, on vous instruit dans les exercices du volume, les exercices théoriques où il n'y a pas de calcul d'incertitude, de respecter les chiffres significatifs. Quand vous faites un exemple de calcul à cette étape-là, vous n'appliquez pas cette règle-là, c'est très, très important. C'est l'incertitude que vous allez calculer, qui est vraiment réelle cette fois, qui va vous indiquer où couper votre valeur. Et on n'oublie pas, ici, encore une fois, de garder nos unités, puis de s'assurer que les unités qu'on obtient correspondent à ce qui est attendu, dans ce cas-ci des grammes par millilitre, pour la masse volumique. Maintenant qu'on a trouvé en 3 étapes la valeur du résultat attendu, on va passer maintenant au calcul de l'incertitude. Donc, le calcul de l'incertitude se fait à partir des incertitudes que vous avez déterminées lors de la prise de mesure. Ici, je vais présenter 2 options. En fait, la première, c'est celle où le calcul sera fait par étapes. Je présente cette option-là juste de façon à ce que vous compreniez bien ce qui se passe, mais dans les faits, vous allez produire ça en équation unique comme on vient de le faire. C'est ce que je montrerai tout de suite après avoir montré le détail de ce petit calcul. Donc, dans notre équation unique, il y avait une différence qui était impliquée, celle-ci, et les règles que vous pouvez lire dans le guide des sciences expérimentales vous indiquent que l'incertitude sur une différence, ça s'obtient en utilisant la somme des incertitudes absolues des 2 valeurs impliquées. Alors, dans le cas d'ici, les incertitudes sur le niveau initial et le niveau final, en fait, c'est le contraire, niveau final, niveau initial, étant de 0,5 millilitres, la somme de 0,5 plus 0,5 nous donne que le volume de la bille présente une incertitude de 1 millilitre. La deuxième opération mathématique qui est impliquée dans le calcul, c'était la division qui est ici. Toujours en provenance du guide des sciences expérimentales, vous avez appris que l'incertitude sur le résultat d'une division, comme on a là, s'obtient par la somme des incertitudes relatives. Donc, vous avez ici l'incertitude relative sur la masse, à laquelle on va ajouter l'incertitude relative sur le volume. Le delta M, c'est l'incertitude absolue sur la masse. Le delta V étant l'incertitude absolue sur le volume que nous venons de calculer tout juste ici. Alors, si on regroupe ces termes-là et qu'on remplace par les valeurs numériques, donc l'incertitude absolue sur la masse, c'est 0,02 g divisé par la masse de la bille, plus l'incertitude absolue qu'on vient de calculer sur le volume, divisé par la différence de nos 2 volumes. Alors, ceci, si vous faites cette opération mathématique-là, la réponse que vous obtenez, c'est 0,588 et ça continue. Et cette valeur numérique-là correspond à l'incertitude relative sur la masse volumique. Cette incertitude relative-là peut également s'exprimer en pourcentage d'incertitude relative. Il s'agit simplement, pour passer de là, de multiplier la valeur par 100%. Au terme du calcul, il faudra transformer cette incertitude relative-là, qui R pour incertitude relative, en incertitude absolue. Alors, c'est ce que vous présente l'étape 3. Donc, comment peut-on transformer l'incertitude relative
en incertitude absolue? Bien, tout simplement, je vais changer de couleur de crayon, en multipliant des deux côtés de l'équation par la valeur de ρ. Donc, ρ ici va se simplifier. Et le ρ qu'on utilise, ben, c'est la valeur numérique qu'on a obtenue dans la première étape, dans l'équation unique. Donc, la valeur de 2,659. Et là, ça peut avoir été pratique de l'avoir mis en mémoire dans votre calculatrice de façon, lorsque vous venez de la placer ici, de ne pas arrondir le résultat que vous avez obtenu. Si vous devez le retranscrire, utilisez le plus de décimales possible que vous avez écrit afin de faire votre calcul sans arrondissement. Alors, il est à noter ici que l'incertitude relative que vous calculez, qui a été transportée ici, n'a pas d'unité. Une incertitude relative, c'est un rapport entre deux valeurs qui ont exactement les mêmes unités. Donc, c'est sûr que là et là, les unités s'annulent. Il apparaît des unités si vous l'exprimez en pourcentage, mais ce n'est pas la valeur qu'on va utiliser. Si vous utilisez cette valeur-là dans le calcul-ci, il faudra rediviser par 100%. Donc, on va faire et on va défaire. Alors, finalement, la valeur qui nous apporte les unités, c'est le résultat de l'étape précédente. Quand on multiplie les deux, on obtient maintenant la valeur de l'incertitude absolue sur la masse volumique qui a été calculée. Et les unités grammes par millilitre vont se retrouver tout juste ici comme ça.